Bonsoir. Mon nom est Lina Marcampos. Je suis étudiante à la maîtrise en médiation interculturelle. Ce n'est pas une maîtrise de recherche, mais je travaille dans une recherche à côté. Mais je parle aussi comme citoyen. Donc, je vous ai entendu parler de plusieurs choses, mais j'ai une question. Je pense que ça va sur la question éthique. Comment les universités se questionnent sur les aspects éthiques de l'origine de l'argent qui vient pour la recherche? Je parle, surtout par exemple, j'ai regardé il y a quelques mois, dans un des couloirs, que Monsanto finance quelque chose à l'université. Et je questionne beaucoup parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur cette entreprise par rapport aux produits qu'ils produisent. Donc, pour moi, c'est ça une question. Comment se filtre ou comment s'évalue si on accepte ou pas l'argent de certaines entreprises. Et la deuxième, c'est quoi faire pour garantir que les professeurs qui ont beaucoup coûté, je pense, pour être formés, ne soient pas attrapés dans la recherche et ne dédient pas les temps suffisants pour enseigner. Parce que finalement, on paye pour une éducation de qualité à l'université, mais on a des charges de cours parce que le professeur est occupé à la recherche. Donc, j'aimerais vous entendre sur cela. Merci. Parfait. Peut-être je laisserai la parole à M. Beauvais ou Mme Laflamme. Je vais commencer, puis tu pourras terminer sur la question de l'enseignement. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un professeur qui n'enseigne pas au premier cycle est quand même appelé à former des étudiants au deuxième et troisième cycle. Un chercheur forme. Je pense que c'est indissociable. Il forme de futurs chercheurs. Il est occupé à une autre tâche qui est néanmoins très essentielle pour le développement puis pour l'université de façon générale. Sur la première question, je te laisse l'aborder. Tout a à voir avec les conditions et les contraintes qui sont posées. On n'a pas une liste d'entreprises avec lesquelles... je vais rephraser différemment. Il est essentiel de respecter un ensemble de conditions qui doivent être dans le cadre de partenariat. Si ça implique des étudiants, il va falloir que les étudiants soient en mesure de terminer leur formation, de déposer leur mémoire et leur thèse, de le faire sans aucun retard indu dans le cadre de leurs travaux. Il ne faut pas qu'il y ait d'influence à ce niveau-là. Il faut également que les conditions soient telles que les résultats vont devoir pouvoir être publiés de manière franche et claire et évalués par la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'un contrat de recherche entre une entreprise et l'université qui viendrait, comme j'ai mentionné tantôt, on ne fait pas de recherche secrète. C'est-à-dire un contrat de recherche qui ferait en sorte que les chercheurs ne pourront pas publier les résultats de recherche, ne peuvent pas rendre public d'une manière indépendante et évaluable par les pairs, ce n'est pas un contrat que l'on accepte à l'université. Il faut que les chercheurs soient capables d'avoir l'autonomie à l'intérieur de ça. Il faut l'examiner au cas par cas, là. Puis vraiment, les conditions qui sont là-dedans, ça existe, par exemple, quand des compagnies pharmaceutiques donnent des subventions de recherche. Il faut que ça soit clair, s'ils veulent appeler ça une subvention de recherche, que les chercheurs vont pouvoir travailler sur le projet de manière autonome. Si ça se fait dans le cadre d'un contrat de recherche, ils vont devoir pouvoir publier leurs résultats dans les revues internationales. Il va falloir que les étudiants puissent publier leurs résultats parce que c'est un élément essentiel à leur formation. Il faut que les résultats puissent être évalués par les pairs. S'il y avait des conditions qui feraient en sorte que ça bloquerait de manière sous forme de secret industriel, on ne fait pas ce genre de recherche-là. Ça se retrouve dans d'autres genres d'organismes de recherche. Donc, il est absolument vital que dans toutes ces ententes-là, que les conditions soient là. C'est appuyé par des politiques d'intégrité en recherche. C'est maintenant appuyé par ce que vous avez sans doute vu, le cadre de référence sur la conduite responsable en recherche qui est fait partie de toutes les subventions de recherche, pour tous les établissements et tous les chercheurs qui touchent le moindrement de la recherche financée. Mais en fait, tous les établissements, même un chercheur qui fait partie d'un établissement qui, lui, n'est pas financé, doit se conformer
à une politique, à un cadre de référence de conduite responsable en recherche. On doit faire de la formation aussi. Ça ne fait pas longtemps que le cadre de référence est en place, mais on a maintenant l'obligation de faire des formations auprès de tous les chercheurs sur l'intégrité en recherche, puis sur tous les aspects d'intégrité en recherche. Donc, c'est en train de se mettre en branle. Ça fait que c'est les principes de base qui doivent être respectés. Ce sont les principes d'intégrité en recherche qui sont absolument très importants puis sont consacrés dans nos politiques. Et quand on fait des ententes avec des partenaires externes, il y a tout le temps une condition qui dit que les parties comprennent que les chercheurs sont tenus de respecter la politique d'intégrité en recherche qui précise la façon qu'on doit se comporter. Ce n'est pas à toute épreuve, mais tous les moyens sont là pour s'assurer qu'on se comporte de manière à pouvoir disséminer les résultats. Puis, comme je disais au tout début, les faire valider. Notre principe de base est bien simple. La meilleure façon de valider si les résultats sont corrects et ne sont pas l'objet d'un biais, c'est de les rendre publics puis de les mettre sur la scène pour que les autres chercheurs de d'autres institutions, de d'autres endroits, puissent venir valider ou invalider les résultats. Ça, c'est un élément assez fondamental dans ce qu'on fait. Parfait. J'aimerais qu'on revienne sur une proposition qui avait été faite par Mme Lajoie concernant donc le lieu où devait se réaliser la recherche appliquée. Donc, je crois qu'il était suggéré de transférer ça dans les ministères, par exemple, ou dans les organisations publiques et dans les entreprises privées directement, là, tout ce qui est recherche appliquée. Oui, pour partie, même dans les entreprises privées, publiques qui ne sont pas des ministères. Mm-hmm. Donc, toute organisation toute vraiment organisation qui est intéressée et dont les objectifs sont reliés à cette recherche appliquée. Oui. D'accord. Ça permettrait de créer des postes pour les diplômés. Ça permettrait de faire la recherche dans le milieu qui la concerne. Et puis, voilà. J'aimerais entendre peut-être M. Bas sur cette proposition-là. Vous parliez de collaboration et de partenariat qui était nécessaire pour augmenter la prospérité. C'est une formule comme celle-là, comparée à la formule qu'on a présentement dans les universités du Québec ou d'autres formules que vous connaissez. Quels seraient les avantages et les inconvénients, selon vous, pour l'objectif qui était celui que vous identifiez? Là? Oui. Quand je parle des partenariats, je parle de collaboration et je parle également de maintenir l'indépendance de chaque groupe, si on veut. Mais j'ai commencé ma présentation en disant on cherche toujours la dualité des choses et on cherche toujours à être comme des membres différents dans cette société. Et c'est là que j'ai un problème. À mon avis, il doit y avoir toujours une certaine collaboration entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale, et que ce soit des petites entreprises, des moyennes, même des multinationales. On a dit tout à l'heure que les avancements de la science les plus grands se font dans les grandes entreprises, finalement. Et c'est ce type de collaboration dont je parle. Je ne parle pas de la collaboration auquel l'université va servir aux entreprises, aux grandes multinationales, pour que ces entreprises-là puissent profiter d'une recherche pas chère, disons. Non, je ne parle pas de ça, je parle justement de collaboration pour améliorer finalement la qualité de la recherche, que ce soit des profs à l'université, que ce soit des chercheurs indépendants. C'est juste ce type de collaboration dont Et si, comme le propose Mme Lajoie, l'université se concentrait sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée serait directement dans les entreprises et dans les organisations publiques? Je ne disais pas uniquement. Oui. Ouais. Non, moi, je suis toujours, encore une fois, pour la collaboration. Moi, je suis d'accord avec Madame. Et ça pourrait être une façon d'appuyer finalement ce type de recherche. Mais je suis toujours pour la collaboration. Je pense que les pays qui collaborent le plus, les institutions qui collaborent le plus, peuvent se développer de manière plus durable, de manière plus saine. Vous vouliez préciser quelque chose? Ce n'est pas uniquement, si je comprends bien. Oui, ce n'est pas uniquement. Il pourrait y avoir à certains moments de la recherche appliquée dans les universités, mais s'il y avait une possibilité de la faire dans les lieux où elle est utilisée,
par des diplômés qui ont travaillé à la recherche fondamentale sur ces sujets-là dans les universités, qui sont déjà bien formés, bien, ça pourrait être intéressant. Monsieur Beauvais, avez-vous une réaction par rapport à cette proposition-là? Donc, vous qui travaillez dans le domaine du génie, on sait qu'il y a quand même beaucoup de partenariats entre les entreprises et l'université. Si on divisait ça davantage, quel impact verriez-vous? Bien, c'est parce que la nuance entre la recherche fondamentale, il n'y a pas une ligne de séparation entre la recherche fondamentale et appliquée. Et moi, je suis formé physicien là, pour aller travailler après ça dans le secteur du génie. La ligne n'est pas bien définie comme ça. En revanche, augmenter le nombre d'organisations qui effectuent de la recherche, développer un écosystème beaucoup plus riche de différents acteurs, compte tenu de l'aspect qui est quand même aléatoire des découvertes, okay, qui peuvent parvenir d'idées qui viennent des gens qui y travaillent. Si on enrichit l'écosystème d'acteurs dans le domaine de la recherche, ça ne peut être que profitable en termes, pas profitable dans un sens pécunier, là, mais profitable dans un sens d'augmenter nos chances d'avoir des nouvelles idées, de rendre ça plus riche, plus vivant, et puis d'accroître notre capacité d'avoir des nouvelles idées, puis de faire progresser les connaissances. Mais on parle de deux types de recherche appliquée. Ça existe des endroits où il se fait de la recherche très appliquée à l'extérieur des universités. C'est notamment le cas du Conseil national de la recherche à Ottawa, qui fait de plus en plus de la recherche appliquée. Un volet qu'ils n'ont pas et qui nous distingue de eux, c'est cet aspect-là de formation, où nous, on a davantage ce rôle-là. Beaucoup de nos diplômés vont se retrouver là, mais je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup moins d'organismes externes aux universités qui font de la recherche aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a quelques décennies. On a jusqu'à un certain point appauvri le système. L'époque des Bell Labs, des grands laboratoires de recherche américains, de l'ensemble des différents acteurs qui avaient leur propre laboratoire de recherche, il y en a beaucoup qui a disparu. Donc, effectivement, ça pourrait être l'enrichissement du système serait bon, mais c'est juste cette nuance-là. On ne serait pas capable de dire recherche appliquée tel endroit puis fondamentale, parce que la ligne n'est pas si... il n'y a pas une démarcation claire entre les deux. Madame Piron? Oui, mais moi, je vois quand même... je serais plutôt pas d'accord, parce que je pense, par exemple, à la Colombie-Britannique, où le gouvernement avait confié à un groupe de chercheurs de UBC le mandat de faire une évaluation indépendante et critique des médicaments. Ça s'appelle Therapeutic Initiative. Et c'est un groupe de chercheurs donc indépendants de l'industrie pharmaceutique basé dans une université qui avait vraiment un mandat direct du ministère plutôt que ça se fasse dans le cadre du ministère de la Santé, par exemple, en Colombie-Britannique. Et cette équipe de chercheurs ont analysé des médicaments, ont refusé, dans le fond, ont conseillé au ministère de refuser d'agréer certains médicaments qui ensuite, au Québec, ont été refusés, rejetés. En tout cas, ils ont évité d'énormes problèmes et ils ont fait baisser le prix des médicaments. Ils ont fait un travail formidable parce qu'ils étaient complètement indépendants. Alors que là, le gouvernement vient tout à coup de décider d'abolir ça, de rapatrier au ministère et de rendre tout ce processus d'évaluation opaque. Alors qu'à l'université, le groupe en question avait décidé de le garder, de faire ça de façon transparente. Donc l'université, et là je rejoins ce que disait mon ami, l'université est quand même un lieu d'indépendance et doit le rester fondamental du pouvoir, que ce soit du pouvoir économique ou du pouvoir de l'État. Par contre, je suis tout à fait d'accord que c'est important que dans les ministères, puis là on le voit avec toute la question de la commission Charbonneau, c'est important qu'il y ait des bons experts dans les ministères, des gens formés, qui ont un doctorat par exemple, qui ont goûté à la recherche, qui sont capables vraiment d'évaluer les projets. Mais c'est pas la même chose de dire qu'il faut qu'il y ait des personnes très qualifiées dans les ministères, plus que ce qu'il y a maintenant, que de dire qu'il faut que là se fasse de la recherche. Dans les ministères, elle va être encore plus ciblée, encore plus orientée, et elle va surtout dépendre du bon vouloir du ministre. Changement de gouvernement, on le voit, là, Harper qui coupe les fonds au ministère de l'Environnement, je veux dire, ce serait trop dommage de mettre de la recherche appliquée qui peut être effectivement très utile, puis revenir après à la recherche fondamentale, de la mettre encore plus uniquement sous la coupe là, des ministères. Donc, l'indépendance de l'université est fondamentale, mais par contre, à la condition que vous avez dit, qu'il y ait
un mur très étanche, dans le fond, entre les intérêts économiques et l'université, par des ententes des cadres, etc. Moi, je serais d'accord, comme madame, en tout cas, de faire une croix sur certaines entreprises qui ont eu dans le passé des comportements épouvantables, comme par exemple la pharmaceutique Apotex, qui est celle qui persécute encore Dr Nancy Olivieri et qui a une salle à son nom à l'Université de Montréal. Moi, ça m'écoeure dès que je passe devant, là. Mais par contre, moi, ce que j'avais pensé comme mur, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une idée qu'on avait lancée, c'est de passer par les fondations des universités. C'est-à-dire que pour éviter que ce soit une entreprise qui donne de l'argent directement à un chercheur et que ça crée, malgré tous les cadres de référence imaginables, un lien de dette. Et de dette, je veux dire, on regarde en anthropologie, c'est fondamental. Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu te sens redevable. Bon, ça fait partie de la condition humaine. Donc, de passer par les fondations ou les entreprises qui voudraient développer de la recherche sur tel et tel sujet donneraient l'argent à la fondation qui s'occuperait de gérer tout le contrat et de redistribuer ensuite l'argent pour minimiser, dans le fond, l'effet de dette qu'il y a dans les universités.